L'invité de ce matin avec Nagbo Missirou, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes prêtresse de FA, dignité des cultes et rites endogènes, honorienne Kamit. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être matinale ce matin sur les TV. Merci à Tifa Olafa d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors, Nagbo Missirou nous a suivi tout à l'heure dans les coulisses. On a émis quelques commentaires sur le mariage pompeux de nos jours. On constate que c'est une pratique coutumière et qui donne envie quand même de le faire, d'avoir une scène ou un hôtel sur lequel on décore avec des photos, un peu comme ça se fait un peu à côté. On cherche à savoir ce matin, est-ce que c'est une preuve d'amour ou une façon d'exhiber sa fortune? Ça va être difficile de se prononcer tout d'un coup, puisque c'est au cas par cas. Dépenser énormément, est-ce que c'est une preuve d'amour? C'est à croire que quand on dépense beaucoup, c'est une garantie pour la réussite de la vie de couple. Beaucoup ont divorcé 1 an plus tard. Du coup, je suis tentée de dire que ce n'est pas forcément une preuve d'amour. Quand le monsieur a les moyens et qu'il estime qu'il faut ériger sa compagne en reine, le jour-là, il lui fait honneur, on peut encore dire que c'est une preuve d'amour. Mais de là à garantir la réussite de la vie de couple, ça c'est une paire de manches. Mais est-ce que c'est pas aussi une façon de... Est-ce que ça ne dépend pas de la situation financière de chaque famille? Parce que d'autres personnes qui ont les moyens peuvent se permettre des mariages pompeux, spectaculaires, parce qu'ils en ont les moyens, parce que peut-être eux, ils ont toujours vécu dans l'opulence, ils ont toujours vécu dans le luxe. Donc pour eux, ça n'a rien de méchant. Alors, même là aussi, je dis que c'est un choix. C'est une question de choix parce que j'ai vu des gens avoir de grands moyens et pourtant organiser des cérémonies vraiment modestes. Tout comme j'ai vu des gens qui n'ont pas de grands moyens, qui se sont endettés pour faire des cérémonies extraordinaires. Donc je crois que tout part d'abord de l'option, de ce qu'on décide. L'option de vie, le choix de vie. Le choix. Justement, comment on parle de mariage? Pour vous, c'est quoi le mariage? Demander à des gens comme nous, c'est quoi le mariage? Je dirais que c'est l'union avec mon entité d'Akash. Alors, prise... Il y a déjà marié à une entité là? Ah, Fodunsi. Je suis mariée à mon entité. Tout le reste n'est que, comment on dit, négociation avec l'entité pour pouvoir avoir une vie de couple. Je suis curieux de savoir. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui veut vous marier doit négocier avec l'entité d'abord avant d'avoir accès à vous. Ce qui est certain, je suis la femme de l'entité, donc toute personne. Vous n'avez pas vu les gains, parle de Azianvi pour dire petit copain. Et nous parlons de Amansimbato pour dire non, c'est celui qui est chargé d'aller chercher les herbes à Nan ou à Nangbo ou bien à la prêtresse pour qu'elle fasse ses tisanes. Donc c'est pas un mari. C'est pas un mari. Voilà. C'est un substitut. Alors, voilà. C'est quoi le mariage, comme on le demandait tout à l'heure à Tifa à la fin? Je dirais que c'est l'acte peut-être par lequel 2 personnes décident de passer leur vie ensemble. Je préfère ne pas préciser de sexe parce qu'avec l'évolution du monde, parfois c'est le même sexe et ils sont quand même mariés. Donc pour moi, c'est un peu ça ce que je mets dans le mariage. Ça peut être formel ou alors s'aligner sur les lois. Et là, je parle du mariage civil ou bien s'aligner sur les règles coutumières ou religieuses. Donc voilà. Alors que symbolise le jour du mariage? Qu'est-ce que ça symbolise? J'avoue que c'est ceux pour qui ça a une certaine importance qui peuvent réfléchir à ce ça, que vous n'êtes pas préoccupé par ça, ça vous dit rien? Non. Ni chaud ni froid. Vous ne rêvez pas de porter cette robe blanche, d'aller devant le maire, qu'on vous porte une bague au doigt et que les amis soient derrière vous à applaudir, qu'on lance des pétales de rose et que vous soyez assise dans un fauteuil majestueux et que les artistes défilent devant vous pour vous chanter l'amour, pour célébrer l'amour avec vous, vous et votre amant? Alors, j'en ai rêvé peut-être quand j'étais plus jeune. C'est révolu. Là, pour être sincère, c'est la dernière de mes préoccupations. Parce que pour moi, il n'y a pas de jour particulier pour dire qu'on s'aime et qu'on va se mettre ensemble. Mais si je veux faire l'option de ne pas descendre d'ailleurs que de la terre, je dirais que c'est le jour qui symbolise, comme je l'ai dit, la matérialisation, la concrétisation de cette décision de la vie à 2
Aujourd'hui, moi, je prends ça plus comme, je ne sais pas s'il faut parler d'un enchaînement, parce que si vous êtes juste en train de sortir, de vous voir, si ça ne va pas, on peut encore reculer. Mais pour moi, quand on fait le mariage, il faut tout faire pour que ça fonctionne. À partir de ce moment, le jour du mariage, pour moi, symbolise qu'on se fait enchaîner et qu'à partir de ce moment, quoi qu'il arrive, il faut déployer les forces, la carapace qu'il faut pour y rester et que ça fonctionne. Votre chute intéresse beaucoup nos amis internautes. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce que vous y mettez et comment faire de feu de tout bois pour que on puisse déconstruire ce qui peut être construit de mauvais? Alors, quoi qu'il arrive, je ne peux pas lui donner un contenu exhaustif, comme vous devez vous imaginer. Toute vie à deux a forcément des clashs, même si c'est avec un frère, que vous ne viviez pas ensemble. Vous êtes les meilleurs complices du monde. Le jour où vous passez 2, 3, 6 mois ensemble, vous découvrez chacun l'un chez l'autre des aspects que vous n'aimez pas et forcément, il y a des choses qui commencent à ne plus vous plaire chez l'autre. Il en est de même pour la vie de couple. Deux éducations différentes, deux milieux d'évolution différents. On se met ensemble, ce n'est plus les coucou, doudou, bonsoir, coucou, chérie. Alors aujourd'hui, on se réveille ensemble tous les matins, on se voit tous les soirs avec des obligations que chacun attend de l'autre. Et c'est là que naissent les désillusions, les déceptions. On se rend compte que l'amour est autre chose sur WhatsApp que dans le foyer. Et il y a forcément de petits défauts qui sont révélés. Parce que quand on est ensemble, rares sont les gens comme moi qui n'ont pas peur de perdre le partenaire au point de ne pas laisser exprimer leur moi. Beaucoup, pour amadouer, tolèrent ce qui d'ordinaire ne tolèrent pas, acceptent des choses qu'en temps normal, ils n'auraient pas acceptées. Et c'est maintenant que le but est atteint et qu'on est déjà au foyer, qu'on estime qu'il faut faire des revendications, qu'il ne faut plus accepter ci ou ça. Tout comme il y a des gens qui ne s'attendaient pas du tout à un certain. Il faut être lucide dès les premiers pas. Voilà. Donc, il faut être lucide dès les premiers pas. Mais je vous dis, quelles que soient les dispositions qu'on a pu prendre au préalable, se mettre à deux révèle forcément des choses qu'on n'aurait jamais pu savoir si on n'a pas vécu ensemble. Si on n'a pas vécu ensemble. Merci à vous, Nagbo Wihomemisiru. On va à présent aborder la thématique du jour, les divergences observées dans la pratique du FA. Justement, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, on parle des divergences observées dans la pratique du FA. D'entrée, c'est quoi le FA et quel est son rôle? Alors, le FA, on ne va pas s'attarder dessus. C'est un art divinatoire qui permet de prédire ce qui va se passer, qui permet de faire la lumière sur un projet, des préoccupations. Lorsqu'on entreprend quelque chose, sur quelle base rester pour que ça marche, on consulte le FA pour prendre des décisions, pour effectuer des déplacements, pour lancer des projets comme je viens déjà de le dire. Et on peut aussi approcher le FA dans une perspective non pas de consultation, mais de découverte du soi. Découverte de soi. Je suis née sous quel signe et quelles sont les règles de vie que je dois adopter, comportementales, alimentaires et autres, même vestimentaires, les choix que je dois faire pour avoir un bien-être sur cette terre. Voilà un peu. On peut également aller au FA pour en devenir un prêtre et aider ses semblables. Alors, quel est son rôle? Le rôle, je pense l'avoir dit de long en large. Oui, lorsque je vais consulter le FA et que, par exemple, j'ai des révélations, oui, lorsque j'ai ces révélations, quelle est la posture que je dois avoir? Est-ce que je suis contraint ou abstrait de respecter? Ah ben, c'est un peu comme si vous allez demander conseil à la grand-mère et que vous demandez si vous êtes obligé de tenir compte de ce qu'elle vous dit. Une chose est de faire l'option d'aller vers le FA. Pour moi, à partir du moment où vous avez pris la décision de vous rendre vers le FA, ça veut dire que vous lui accordez un minimum de crédit. Maintenant, si vous allez là-bas et qu'on vous fait les révélations, c'est pas tout ce que le FA vous dit d'appliquer qui est forcément applicable dans le contexte social dans lequel vous êtes. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais quand je parle aussi de rôle, le FA, il est protecteur. Évidemment. Il est protecteur. Le FA, au fait, ce n'est pas le FA en lui-même qui est protecteur. Il offre des outils pour la protection. Il offre des outils pour le désenvoûtement. Il offre des outils pour la prudence et comment on dit,
le mot ne me vient pas. La prévention. Voilà. Donc, c'est pas que le Fa en lui-même se lève et vient vous protéger, non. Quand ça dépend. Il vous donne des informations pour prévenir. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a 3 manières d'aborder le Fa. Soit c'est une consultation sur un sujet donné, vous faites les travaux liés, vous avez satisfaction, ou bien c'est pour aller vous découvrir. Justement, parlons de comment aborder le Fa. Comment est-ce qu'on interprète le Fa? Comment est-ce qu'on interprète le Fa? Oui. On ne peut pas interpréter le Fa sans avoir été formé. Okay. Donc il faut forcément être initié ou être formé pour... Oui. Évidemment, puisque interpréter le Fa demande à recourir aux apologues, aux légendes et toutes les informations qu'on a sur à la fois les lettres et les signes qui apparaissent. Donc ne peut interpréter le Fa que celui qui a été formé pour. Alors, puisqu'on parle réellement des divergences observées dans la pratique du Fa, tout à l'heure, Atifa a posé une question quand même assez pertinente par rapport à l'interprétation du Fa. On sent que vous faites usage des légendes, des lettres du Fa, des apologues et bien d'autres. Quelles sont les nuances? Alors, il y a les légendes. En fait, les gens n'arrivent pas à faire la démarcation nette. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que autour de l'interprétation du Fa, il y a les fagbessa. Un peu comme pour dire les paroles, les citations. Comme on peut citer un auteur. Et là, le signe du Fa apparaît comme un auteur. On dit Bemenjido, Edo, comme si c'était un auteur. Ouais, ça, c'est le fagbessa. Il y a également le fagleta, où on entre maintenant dans les historiettes. On raconte tel animal s'est marié à tel autre, il y a eu telle autre situation. Donc, il y a également les historiettes, mais il y a également des principes de vie, des règles de morale qui sont énoncées. Vous voyez? Donc, c'est un ensemble de tout. Tout cela, c'est dans ça qu'il faut justement aller puiser. Et la délicatesse du métier réside donc dans ce que, à chaque apparition d'un signe, il faut pouvoir aller fouiller dans ce vaste réservoir-là pour puiser, extraire les informations qui sont en ligne avec les signes qu'on a devant soi et de pouvoir rendre comme cela se doit. Alors parlons justement des signes. Quelques exemples de signes et leur signification. Quelques exemples de signes. Nous allons peut-être commencer par le premier. Lorsqu'on parle de Tchetula Klebo, on parle de Bemenji par exemple, on vous dira au niveau de ce signe-là de maîtriser votre colère, d'éviter l'alcool. On vous dira d'éviter d'avoir des projets trop ambitieux, de faire la politique de vos moyens par rapport vos ambitions. On vous dira que vous êtes en duel ou bien que vous serez en duel. Ça dépend si c'est sur le présent, si c'est dans le passé et si c'est sur le futur. Donc, mais on vous parlera de duel avec quelqu'un qui vous dépasse en quelque chose, soit en âge, soit en connaissance, soit en ressources, comment on dit, spirituelles même, financières ou matérielles. Donc voilà des signes qu'on peut... Vous pouvez dire le premier qui est le deuxième? Le deuxième, c'est Yakumenji. Et oui, très rapidement, avant qu'on progresse. Bon, Yakumenji, à ce niveau, l'alcool est encore plus prononcé parce que quelqu'un qui trouve Yakumenji sous l'effet de l'alcool, il va regresser complètement. Quelqu'un qui a Yakumenji, on lui dira que dans son entourage, il y a quelqu'un qui fait un double jeu, quelqu'un à qui il fait confiance, mais qui en réalité fait double jeu avec lui. On dira également à celui-là d'éviter de circuler de nuit, d'éviter le port du noir, d'éviter de dormir dans le noir. Et on lui dira qu'il y a un défunt qu'il faut retrouver à tout prix. Et pourquoi à tout prix? Parce que Yakumenji est axé justement sur ce défunt-là qu'il faut retrouver à tout prix et honorer pour avoir... Mais dans le cadre, il ne le retrouve pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment il ne va pas retrouver un défunt qui est dans sa famille? Puisqu'ils sont nombreux. Bon, quand on dit le retrouver, les indications l'aideront forcément à déterminer. On peut même identifier celui dont il s'agit. La plupart du temps, c'est un défunt dont on n'a pas fini les cérémonies. Et qui s'est accolé à celui qui a trouvé ce signe-là, jusqu'à ce que les cérémonies soient terminées et qu'il puisse rentrer parmi les siens
de l'autre côté du voile. Justement, puisqu'on on parle de ce signe-là, je vais peut-être m'agripper à cela, vous parlez de retrouver un défunt, on parle de divergence observée dans la pratique du phare. Il peut arriver que parfois, on consulte le phare, on a tel signe, on prend peut-être la photo, on va chez tel prêtre de phare, on a telle interprétation, on va chez un autre, on a une autre interprétation, on va encore chez un troisième, on a une autre interprétation, et parfois, celui qui va consulter est confus. Pourquoi? Alors, avant même d'aller vers le problème que vous avez soulevé, je voudrais attirer l'attention sur le fait que les divergences au niveau du phare se présentent en presque 5, 6 et même 7 points. Hein. Allez-y. Mais il y a une première démarcation, sinon deux, que je voudrais d'abord faire, à ne pas confondre avec les divergences. Il y a la masse de ceux qui se sont formés en glanant telle ou telle autre information, ça et là. Et ceux qui se sont fait. Voilà. Donc, entre ceux qui se sont autoproclamés Bokono et ceux qui se sont fait former, il y a déjà des divergences dont nous ne pourrons pas tenir compte parce qu'on ne parle pas le même langage et c'est un débat de sourds. Il y a une deuxième démarcation, il y a le Anagofa et le Fonfa dont les pratiques ne sont pas les mêmes. Donc, on ne va pas parler de ça sous forme de divergence non plus. Lorsque je parle de divergence, c'est des gens qui sont dans le même courant. Par exemple, le courant fond, et qui pourtant ne s'entendent pas sur un certain nombre de choses. Déjà, même le positionnement du Adjikui et des Akoekui, lorsqu'on doit faire les jets de chapelet. Certains estiment qu'il faut mettre Adjikui à droite, d'autres estiment que c'est plutôt Akoekui qui doit rester à droite. Les premiers, au nom des raisons qu'ils avancent, ils disent que le phare est un art divinatoire. À partir de ce moment, le message qui est détecter, c'est d'abord ce qui est à venir. Et c'est pour ça que le futur que représente justement Adji doit être à droite parce que le phare se lit de la droite vers la gauche. Donc quand on fait le signe principal, il faut aller d'abord voir le futur avant d'aller vers le passé. Les autres disent qu'à partir du moment où le phare se lit de la droite vers la gauche et qu'on dit passé, présent, futur, le passé donc à quoi il doit être à droite. Ce qui est certain, il n'y a pas matière à s'inquiéter puisque nous sommes tout au moins unanimes à reconnaître que c'est la lettre qui est sur Adji qu'il faut considérer pour voir si le phare a dit oui ou non. Et c'est là que j'atterris maintenant. Oui, allez-y. Voilà. On ne vous coupe pas. Alors, à partir la première divergence, quelqu'un vous dira que la réponse du phare est positive. L'autre dira que la réponse du phare est négative. Ouais. Et ça là ne dépend pas du positionnement de Adji et de Akwe. Pour savoir que le phare a dit oui, il faut voir si le signe qui est sur Adji a le pas en termes d'hierarchie par rapport au signe qui est apparu sur Akwe. Et là, pour savoir qui a le pas sur qui, il y a une classification hiérarchique des lettres. Et c'est ça qui ne fait pas l'unanimité dans notre milieu. Très rapidement, dans votre raisonnement, je ne vous coupe pas, hein, pour ne perdre pas le fil. Lorsque vous parlez de lettres, vous faites allusion à quoi? L'alphabet du phare. L'alphabet du phare. Yeku, Olidi, etc. Il y en a 16. Tout à fait. Il y en a 16. Okay, allez-y. Et la manière de les classifier varie d'une cour en griffe, d'un courant à un autre. J'ai remarqué dans l'ensemble qu'il y a l'unanimité jusqu'au 10e. À partir de là, les 6 derniers, il y a toutes les possibilités possibles de classification. C'est ce qui fait que quelqu'un, selon la classification dont il relève, peut vous dire que le phare a dit oui, parce que la lettre qui est sur, le signe qui est sur Adji a le pas sur l'autre. Et si vous allez vers quelqu'un qui n'a pas la même classification, il vous dira Faï Vodéa et on voit. Donc, c'est un débat d'école. Au-delà de ça, il y a le cas particulier de la lettre Fou. Fou, c'est la mère de tous les signes. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire, mais elle raconte brièvement que c'est l'attitude turbulente de Tché qui a obligé la maman Fou à se retrouver derrière pour éviter que les enfants s'écartent des rangs. Alors, il y a un courant qui dit que Fou est la mère de tous les signes. Et des lettres, du moment que, même si elle est en numéro 16, donc la dernière de la hiérarchie, comme c'est la maman, à chaque fois qu'elle apparaît, elle a le pas sur l'autre signe en dehors de B, qui est leur père. Certains disent que non, ils s'en foutent. Maman ou pas, c'est position 16. C'est ça qu'ils considèrent. Il y a un autre courant, un troisième qui dit, oui, nous on est d'accord que Fou est en position 16, mais que c'est la mère. Donc en journée, on donne la priorité à Fou. Mais à partir du coucher du soleil où la mère est supposée aller en cuisine, elle n'a plus rien à dire ici, elle perd sa priorité. Donc voilà un peu les différents
courants qui font que déjà à partir de l'avis, oui ou non, là, il peut y avoir des divergences. À présent, lorsque nous rentrons dans les légendes, Oui. il faut reconnaître que le Fa, même à l'origine en Égypte antique, c'était que 16 lettres. Et c'est en Afrique que les corrélations, les imbrications ont eu lieu pour que nous en arrivions à 256. Ça veut dire que tout art, toute pratique arrivée dans un milieu, une ère géographique donnée, est naturalisée, contextualisée d'une certaine manière. Ce qui fait que, en dehors de ceux qui font des amalgames dans les légendes, parce qu'il y en a beaucoup et qui s'embrouillent, il y a également des gens qui maîtrisent bien leur art, mais compte tenu de leur milieu, n'ont pas les mêmes légendes que les gens qui sont d'un autre milieu ou bien d'une autre ère géographique. Et ça pourrait donner l'impression que celui qui est ici n'a pas donné les mêmes légendes que celui qui est là-bas, donc il est plus compétent, il est moins compétent, etc. Pire, il y a des fois où, dans une zone donnée, les légendes que vous avez sur tel signe ici se retrouvent sur un autre là-bas. Vous voyez? Donc, est-ce que pour ça, on va dire que la personne ne maîtrise pas son art lorsqu'on sait que le Fa lui-même est dynamique? Je donne un exemple. Il y avait une légende qui dit que c'est-à-dire que l'éléphant ne passe pas sur le pont. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui quand le train passe sur le pont? Les gens ont parlé en fonction des outils précaires qu'ils avaient en son temps pour construire leur pont de façon manuelle, et on dit que l'éléphant ne peut pas passer dessus. C'était un principe qui était vérifié et qui servait un peu comme on pioche dans les citations pour parler, mais aujourd'hui ce n'est plus valable. Donc voilà ce qui peut expliquer que d'un courant à un autre, d'une région à un autre, d'un Bokonon à un autre, les légendes ne soient pas les mêmes. Maintenant, il y a également la grande masse de ceux qui font du copier-coller, du couper-coller, et qui mélangent tout, et qui finalement ne répondent plus à un courant clair. Il est dans sa pratique, il va chez les gens de Savalou, il voit quelque chose, c'est bon d'emprunter, mais il ne faut pas emprunter au point de ne plus avoir une ligne de conduite fixe créer un corpus par rapport à laquelle on pourrait être identifié. Cela dit, tant que c'est quelqu'un qui est formé, on peut dire que ça ne peut pas avoir de l'incidence sur l'efficacité de ses travaux, puisque toute pratique répond à un égrégore. Si dans son égrégore, celui qui a formé celui qui l'a formé avait déjà pour principe de mettre Adjikwi là, sur tel signe, de dire telle légende, et de faire des sacrifices bien déterminés, et qu'on a transmis cela de génération en génération, ce Fagbassa-là, avec les Bokonons du passé, qui nourrissent l'égrégore invisible de ce lieu-là, l'ont déjà pris en compte comme tel. Donc, forcément, quand il va faire ses travaux dans les règles de l'art, en respectant ce qu'on lui a appris, il n'y a pas de raison que celui qui a sollicité ses services n'ait pas satisfaction. J'ai quand même une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure des différents types de Fa. Si par exemple je suis Nago ou Yoruba et je décide d'aller faire une consultation, est-ce que en tant que Yoruba, je peux aller faire la consultation chez quelqu'un qui a le Fa des fonds, ou est-ce que ce que le Fa me prédit de leur côté ne va pas, dès que je les mets en application, est-ce que ça ne porte pas atteinte ou ça ne chamboule pas tout dans la vie de la personne? Pas du tout. La consultation, on peut la faire partout. La belle preuve. On peut être Nago et faire fond Fa. La belle preuve, il y a des chrétiens qui viennent faire des consultations de Fa, pourtant ce n'est pas leur religion. Il y a des chrétiens qui vont chez les célestes pour faire la vision, c'est pareil. Vous pouvez faire l'option de votre consultation à tout moment. Là où il faut peut-être là où il faut attirer l'attention, c'est que à partir du moment où vous avez pris votre Fa, ce n'est plus une consultation. Et que c'est dans le courant Nago, il faut que tous les sacrifices que vous allez faire à ce Fa-là, même le bain rituel, répondent à ce même courant, c'est tout. Sinon, pour la consultation, le problème ne se pose pas. Et vous verrez, que vous allez consulter chez un prêtre à courant Nago ou à courant fond, vous verrez que les informations vont se recouper, parce que le Fa lui-même, en lui-même, il est universel. Donc la question que vous posez, c'est un système de vibration. Donc lorsque vous posez la question, le Fa répond au Bokonon dans le langage avec lequel ils ont de communiquer. Si par exemple, même à la maison, quand les enfants sont là,
et que papa et maman ont envie de se retrouver. Il y a des codes qu'on passe sans que les enfants sachent qu'on parle. Donc, entre deux êtres, divins ou non, il y a toujours une manière particulière de communiquer. Vous voyez? Alors tout à l'heure, vous avez parlé des légendes, des interprétations de ces légendes-là et des imprécations et autres. Est-ce qu'il peut arriver qu'un Bokono induise quelqu'un en erreur? C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'il va consulter pour son mariage, lorsqu'il va consulter pour une opportunité d'affaires, est-ce qu'il peut arriver que le Bokono l'ait induit en erreur parce qu'il ne sait pas approcher du bon? Parce que même parmi les formés, il y en a qui ne sont pas de bons élèves. D'accord. Vous allez permettre rapidement que je rebondisse sur la question de tout à l'heure. Celui qui a le fonfa, en prenant son chapelet, lorsqu'il finit de réveiller le chapelet, est en mesure de consulter dans un nagofa s'il s'y connaît, en disant au chapelet, c'est pour vous dire à quel point on peut choisir le courant qu'on veut. Ça ne gêne pas. Le chapelet de Anagofa peut servir à faire l'autre. Il faut communiquer, lui dire, réponds-moi dans les règles de l'art fond. Réponds-moi dans les règles de l'art Nago. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des interprétations, oui, c'est possible. Parce qu'une chose est de recevoir le message du Fa, l'autre est de savoir l'interpréter. Et c'est là que joue la formation et l'expérience. Parce que la personne peut bien connaître les légendes et ne pas être en mesure de les interpréter comme cela se doit. C'est à force d'être aux côtés des aînés et d'écouter l'interprétation qu'ils donnent à chaque légende qu'on intériorise, et que dès que ceci apparaît, la légende vient également de la mémoire avec son interprétation. Oui, j'ai une question quand même qui me vient avant que j'oublie. Est-ce qu'en tant que prêtresse, il vous est arrivé une fois, par exemple, de consulter et les révélations vous paraissent un peu floues, c'est-à-dire chargées de messages? Chargé de messages ou flou? Parce que c'est pas la chargé de messages, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations et parfois ça paraît un peu confus. C'est possible. C'est possible parce que il arrive que, les jumeaux ou les minons interfèrent et embrouillent. Maintenant, tous ceux qui sont bokono, c'est-à-dire, on n'est pas au même diapason au fait. Parce que quelqu'un qui est bokono, par exemple, et qui en plus sait manipuler l'énergie des minons, est forcément moins influencé par ces derniers en termes de message que quelqu'un qui n'est pas dans leur secret. En dehors de ça, vous savez que la pratique du Fa, dans la déontologie, on interdit par exemple de révéler des choses par rapport aux sorcières. On dit ta maman est sorcière, ton épouse est sorcière, c'est des choses qui ne se disent pas. Donc un bokono qui a l'habitude de dire ce genre de choses, elles peuvent voiler, interférer. Mais est-ce que dans la consultation de Fa, vous voyez qu'elle est vraiment sorcière ou pas? Dans la consultation de Fa, on ne voit pas, c'est les signes qui parlent. Il vous révèle ça? Oui, il y a certains signes qui révèlent. Et comment cela vous est révélé? Quelle est la légende qui matérialise cela? C'est pas une seule légende, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Quelques-unes très rapidement? Non, on va pas rentrer dans ça. Parce que si j'en parle, quelqu'un qui va trouver ce signe-là systématiquement va dire que ça révèle que sa maman est sorcière. Même si ça ne sortira pas de la révèle pas ça. Alors, prêtresse, une dernière question pour finir. Lors des consultations, on remarque des personnes à qui on prédit de prendre le Fa, des personnes qui doivent avoir le Fa pour avoir une bonne vie, pour une bonne suivi, une bonne évolution. Pourquoi on impose à cette personne-là d'avoir le Fa et qu'est-ce que ça change dans leur vie dès qu'ils l'ont? Bon, ça dépend du message que le Fa lance. Si sur les signes apparus, le signe dit par exemple que enfant dit un fado, c'est le Fa qui doit être le mur auquel il va s'adosser. Pour réussir sa vie, il est de bon ton qu'on lui dise d'aller prendre son Fa. C'est un peu comme quelqu'un qui a tout la menji. On lui dit que c'est l'islam. C'est à l'islam, il faut qu'il se réfère pour avoir la paix. Et donc celui-là, même s'il ne veut pas devenir musulman, il achète tout le matériel de prière. On fait les signes là dans du kaolin, on répand dessus et les matins, il peut faire semblant d'être en train de prier Allahu Akbar juste pour avoir la paix. Il y a d'autres à qui on dit qu'ils doivent devenir bokono. Ce n'est même pas seulement aller prendre le Fa. Quand vous trouvez par exemple Satula, on vous dit que vous devez être obligatoirement bokono.
Et quelles que soient les contraintes de la vie, on achète le chapelet, la calebasse et tout qu'on vous consacre. Et de temps en temps, vous allez vous asseoir et faire léger, faire comme si vous étiez véritablement un bokono accompli. Vous mettez un peu d'eau pour les anciens bokono juste pour avoir la paix. Donc, c'est une recommandation parmi tant d'autres issues des différentes informations qui apparaissent sur les lettres. Dernière question, toute dernière pour conclure. Vous allez dire, regardez droit dans votre caméra et dites quelques mots à l'endroit de nos amis internautes là, qui parfois vivent hors de nos frontières, sont confrontés à ces divergences observées dans la pratique du FA. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'y prendre lors des consultations? Alors moi, je proposerais que lorsque vous faites la consultation et que le bokono fait ses recommandations et prescrit ses travaux, faites-les chez ce bokono-là. Même si vous devrez aller les répéter ailleurs, c'est une question de courant, c'est une question d'égrégore, c'est une question de base déontologique. À partir du moment où vous faites une sélection et que vous choisissez votre bokono, les prescriptions qu'il fait, conformez-vous à cela, même s'il faut aller renforcer ça ailleurs. Et ne vous basez pas sur les interprétations pour dire que tel est faux, tel n'est pas faux. Aujourd'hui, vous comprenez le pourquoi des choses, pourquoi les gens peuvent avoir différents sons de cloche. Ce qui est sûr, si l'intéressé fait les travaux en lien avec le mode de fonctionnement de son courant, vous aurez satisfaction. Merci. Merci à vous, Nagbo Ouékhome Missirou. Merci. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes prêtresse de Fa, dignité des cultes et rites endogènes, honorienne Kamit. Merci pour ces moments de partage d'informations très utiles pour la vie et la survie. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.